bonjour à toutes et à tous. Pour lancer ces journées indispensables, j'appelle Jean-Pierre Mercier, président de l'association OETH, Objectif Emploi des Travailleurs Handicapés, à venir me rejoindre. Jean-Pierre, je vous laisse ouvrir ces journées. Bien, merci. Je vais ouvrir ces journées qui sont importantes pour l'association, qui sont importantes pour notre secteur. D'abord, je vous salue tous et toutes, ceux qui sont présents comme ceux qui sont à distance. Et je vais faire d'abord les remerciements traditionnels. Tout d'abord, remercier la ministre, Madame Darrieussecq, la ministre déléguée aux personnes handicapées. Je vous remercie également, vous tous et toutes qui êtes présents, les adhérents, certainement des adhérents, des signataires de la charte. Vous manifestez par votre présence proche ou lointaine, votre intérêt pour le lancement de ces journées et votre adhésion au projet que nous formons ensemble d'un secteur sanitaire et social plus inclusif. Merci bien sûr aux équipes et aux administrateurs et aux équipes d'OETH, l'association OETH, qui sans eux nous ne pourrions pas être là ce jour et pouvoir engager des actions de ce type. Donc j'ouvre avec un très grand plaisir avec vous cette deuxième édition de Indispensable, temps fort au service de l'attractivité du secteur et de l'accessibilité de ces métiers. Depuis un an, les choses ont beaucoup évolué dans notre secteur, en particulier pour OETH, l'association, puisque nouvel accord handicap a été signé et conclu entre les partenaires sociaux du secteur pour la période 2023-2025. Ce nouvel accord renforce, s'il était nécessaire encore, notre détermination à agir dans le sens qui nous anime aujourd'hui. En organisant ces événements et en initiant la charte indispensable, nous voulons porter haut et fort un certain nombre de convictions. Tout d'abord, la première de ces convictions, c'est rendre nos métiers accessibles à plus de personnes. Ouvrir les emplois de nos établissements à des profils plus diversifiés. Alors bien sûr, nous n'allons pas, nous tout seuls, nous avec notre petite action, notre capacité militante, nous n'allons pas tout seuls bouleverser les équilibres d'embauche du secteur. Bien sûr, ce n'est pas le but. Par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir mener des opérations comme celle-là afin de faire en sorte qu'elles profitent à tout le monde. Puisque, nous le savons bien, le fait d'avoir des candidats potentiels en situation de handicap et de les aider, d'aider à leur parcours, renforce également les capacités d'embauche pour toutes les personnes. Donc, rendre nos métiers accessibles à plus de personnes, ouvrir les emplois, je l'ai dit. Entre le candidat potentiel en situation de handicap qui a des dispositions et un potentiel pour travailler dans notre secteur et son embauche durable, vous voyez bien qu'il y a un fossé que vous connaissez bien et il y a un parcours à construire, semé d'embûches pour tout le monde. Pas simplement pour la personne, bien sûr beaucoup plus pour la personne en situation de handicap, mais également pour tous ceux qui essaient de l'aider. Et c'est ce parcours que nous voulons essayer de rendre plus lisible, plus clair. Si nous travaillons chacun dans notre coin, ce parcours menace de s'enliser, de mener à des impasses. Donc nous avons interrogé les employeurs du secteur avec BVA, vous allez avoir tout à l'heure les résultats de cette enquête. Les employeurs disent qu'ils ont un désir majoritaire d'embaucher des personnes, des nouveaux profils, des personnes en situation de handicap, mais ils disent également qu'ils se retrouvent seuls, isolés, un peu démunis face aux différentes difficultés qui se présentent à eux. C'est-à-dire non seulement il y a la difficulté d'imaginer la place de la personne en situation de handicap, mais il y a également la difficulté de l'amener à cette place.
L'esprit de indispensable est là. Aujourd'hui, demain, après-demain, des rencontres auront lieu sur le terrain entre candidats employeurs, centres de formation, services publics de l'emploi, acteurs de l'emploi accompagnés. Les liens pérennes que nous pourrons créer entre ces acteurs garantiront la bonne fin de ces parcours vers l'emploi. Et à travers nos indispensables, notre ambition n'est pas de concurrencer ou de nous substituer à tel ou tel acteur, bien sûr. Nous connaissons le secteur et nous savons à quel point il est divers. Mais nous voulons faciliter les liens entre tous ces acteurs, être aux côtés des associations et des fondations qui relèvent de l'accord handicap de notre secteur, pour les mettre en relation avec tous ceux qui peuvent les aider dans la mise en œuvre de ces parcours. Si nous voulons y arriver, nos indispensables ne doivent donc pas se refermer le 15 juin au soir, mais devenir une modalité de coopération et de rencontres au quotidien qui permettront le repérage des profils et les premières étapes de la mise en relation avec les employeurs potentiels. Nous y arriverons avec le concours de tous. C'est le sens de ces journées. Je vous souhaite donc une bonne matinée et une bonne deuxième édition des Indispensables. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Pierre. Donc voilà cette deuxième édition des Indispensables désormais ouverte. Vous l'avez dit Jean-Pierre, Madame la ministre Geneviève Darrieussecq est en effet à New York depuis ce matin, je crois, où elle participe à la 16e session de la conférence des États parties de la Convention relative aux personnes en situation de handicap, mais elle tenait non seulement à nous prêter son bureau, mais aussi à nous dire quelques mots d'accueil. Et donc elle a enregistré un message que nous allons tout de suite regarder. Madame la ministre, c'est à vous. Monsieur le directeur général de l'OETH, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre invitation et je suis désolée de ne pouvoir être avec vous, mais je tenais vraiment à vous adresser quelques mots. Ce que fait l'OETH pour l'emploi des personnes en situation de handicap est très précieux. Ces missions sont essentielles et je vous en remercie. Ces journées indispensables sont un véritable rendez-vous pour les employeurs. Elles sont un moyen de faire bouger les lignes. Il n'y a pas que l'État qui peut le faire. C'est également du ressort des organisations, des employeurs, des fédérations et des fédérateurs tels que vous. Vous montrez que les métiers de l'intervention sociale et d'aide à la personne, qui ont tant besoin de recrutement, forment aussi un vivier de compétences véritables. Surtout, vous apportez des réponses concrètes grâce à la dimension partenariale. Alors avec Indispensable, les partenaires se mobilisent ensemble et les employeurs intègrent un écosystème inclusif. À l'heure où les recruteurs sont en quête de compétences, vous leur montrez qu'ils peuvent investir dans celle des travailleurs en situation de handicap avec des possibilités réelles et concrètes d'améliorer leur niveau de qualification. C'est donc ainsi une opportunité unique pour les personnes en situation de handicap d'affiner leurs projets et de les concrétiser. Vos adhérents ont demandé une enquête pour connaître la position du secteur sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Et j'ai la chance d'avoir les premiers résultats en avant-première. Bien sûr, je ne vais pas tout dévoiler, mais deux choses ont retenu mon attention. On voit que 62% des organisations du médico-social qui ont cherché à recruter des travailleurs handicapés ont trouvé facile de le faire, contre 35% pour tous les secteurs confondus. Je crois que c'est un signal très positif de l'acculturation qui existe déjà dans votre secteur. Et c'est le fruit d'un sillon creusé depuis plusieurs années et auquel vous avez largement contribué. Autre chose, les acteurs interrogés citent le service civique comme premier dispositif en faveur de l'embauche et de l'insertion. Devant l'immersion facilitée, le service civique est donc identifié comme un bon levier pour démarrer les parcours. De manière générale, le taux de chômage des personnes handicapées est passé de 19% à 12% entre 2017 et 2022.
Ce sont de bons résultats, grâce notamment au déploiement de l'emploi accompagné, au soutien de l'apprentissage, grâce à l'aide à l'embauche des travailleurs en situation de handicap, et bien sûr, je ne peux que m'en réjouir. Mais nous devons continuer de progresser sur le morcellement des portes d'entrée, sur l'adaptation des processus de recrutement. Aujourd'hui, nous avons des outils, des volontés de recruter, et il faut mieux structurer les informations. Il y a l'envie de faire, mais les dispositifs ne sont pas assez connus. Il faut les faire connaître, faciliter la tâche des employeurs. Et je pense qu'avec l'arrivée de France Travail, avec le nouveau cap fixé par la Conférence nationale du handicap en matière d'emploi, nous allons trouver les réponses. Le service public de l'emploi en général sera responsable de l'orientation de tous les demandeurs d'emploi, y compris les personnes en situation de handicap. Car l'ambition du plein emploi concerne tous les Français. Nous avons tous un rôle à jouer et c'est à travers des initiatives comme la vôtre que l'on changera la donne. Merci pour votre implication, un grand bravo à tous. Merci Madame la Ministre pour ces mots d'accueil, de bienvenue qui nous font chaud au cœur et qui nous renforcent dans l'ambition de ces journées indispensables. Alors un tout petit mot sur le programme de la matinée. Ça a été annoncé par le Président, par Madame la Ministre. Nous allons en effet entendre dans un instant les résultats de l'enquête et du baromètre que nous avons réalisé avec l'Institut BVA. Et puis après ce temps de présentation, nous aurons une table ronde pour échanger sur ces perspectives, sur ces résultats et puis plus généralement sur la question de l'accessibilité de nos métiers. Et donc cette table ronde débutera vers 10h10, je crois, puisqu'on a pris un petit peu de retard, jusqu'à environ 11h10, 11h15. Je tiens, avant de donner la parole à Steve Flanney, je tiens à saluer l'ensemble des personnes qui assurent la traduction, que ce soit en langue des signes ou la vélotypie de cet événement, et qui vont donc nous suivre. On va essayer de pas trop jargonner, qui vont nous suivre toute la matinée. Alors Steve, je crois qu'il est temps, Steve Flanney, qui est directeur général de BVA People Consulting, qui va nous rejoindre. Venez Steve pour nous présenter les résultats de cette enquête. Alors une enquête qui a été donc menée il y a quelques jours auprès de nos adhérents. Vous avez une petite zappette qui vous permettra de naviguer. Merci beaucoup Pierre-Marie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous ce matin pour vous présenter les résultats de cette nouvelle édition de notre enquête BVA People Consulting au ETH, qui 18 mois après l'enquête réalisée à l'occasion des 30 ans de l'association ETH, nous livre une nouvelle photographie des perceptions des professionnels du secteur sur l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, avec une focale toute particulière sur cette deuxième édition, puisqu'on va beaucoup parler de recrutement des personnes en situation de handicap. Alors, petit passage obligé dans la profession avant de rentrer dans les résultats, quelques éléments de méthodologie d'enquête pour vous rappeler qu'on a interrogé très récemment, effectivement, Pierre-Marie le rappelait, puisque c'est sur la deuxième quinzaine du mois de mai et tout début juin, un échantillon représentatif de 255 professionnels issus d'établissements adhérents à l'association OETH qu'on a interrogé en ligne et pour lequel on a garanti une représentativité de l'échantillon. Je ne vais pas rentrer dans la boîte noire, ce n'est pas le lieu aujourd'hui, mais l'idée, c'est de s'assurer que cet échantillon présente les bonnes proportions d'établissements selon le secteur dans lequel ils évoluent et selon la taille de cet établissement, parce qu'on sait que ce sont des choses qui sont très structurantes sur l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors, premier constat que nous livre cette enquête, c'est l'évolution des mentalités, ou tout du moins des perceptions relatives à l'emploi des personnes en situation de handicap, puisqu'on s'aperçoit que par rapport à il y a 18 mois, les adhérents, les professionnels issus de ces établissements adhérents à l'association OETH jugent de plus en plus facile l'emploi de personnes en situation de handicap. Vous le voyez, il y a 18 mois, ils étaient 58% à nous dire que c'était selon eux quelque chose de facile. Ils sont aujourd'hui 65%. Donc on a une progression de 7 points en 18 mois. Alors progression que je vais
relativiser un tout petit peu quand même pour deux raisons. La première raison, c'est que vous le voyez, il reste quand même un gros tiers des établissements qui nous disent que l'emploi de personnes en situation de handicap est jugé encore difficile pour ces établissements. Et l'autre élément que je vais mettre en avant pour nuancer cette évolution, c'est que quand vous regardez notamment les établissements qui se positionnent sur la modalité la plus positive, c'est-à-dire ceux qui nous disent que c'est très facile, il reste encore assez minoritaire puisque c'est moins de 10% des établissements qui se positionnent sur cette modalité. Pour la plupart d'entre eux, 56%, vous voyez, ils nous disent que c'est quelque chose de plutôt facile. Donc on va se féliciter de la progression, mais gardez en tête tout le chemin qui reste encore à parcourir sur cette question-là. D'autres éléments viennent un petit peu asseoir ce constat-là, c'est quand on interroge les établissements sur ce qu'ils pensent de l'insertion et de l'emploi en personnes des personnes en situation de handicap. On s'aperçoit que les arguments en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap progressent par rapport à il y a 18 mois, puisqu'on s'aperçoit qu'ils sont de plus en plus nombreux, notamment à nous dire que c'est une manière de contribuer en interne au changement des mentalités, pour 71%, et que c'est une opportunité pour eux de s'ouvrir à de nouvelles compétences, pour 57%. Les arguments qui, eux, sont plus critiques en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap sont en proportion moins nombreux, mais ils restent néanmoins très présents dans les perceptions que peuvent avoir ces établissements, puisque vous le voyez là encore, 51% nous disent que c'est une difficulté du fait de la nature des postes que leur entreprise ou leur établissement propose. On va voir d'ailleurs par la suite que c'est un des principaux freins au recrutement de personnes en situation de handicap dans les perceptions que peuvent avoir les établissements du secteur. Et deuxième élément, pour 49%, l'emploi des personnes en situation de handicap est perçu comme une obligation imposée par la loi. Donc, malgré des réticences qui sont toujours présentes, on ne va pas les nuancer, elles sont là, on s'aperçoit que là encore, on a des arguments en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap qui progressent dans les perceptions que peuvent avoir les professionnels du secteur. Très concrètement maintenant, on s'aperçoit, et Madame la Ministre en a parlé dans son allocution, que près de 2/3 des établissements ont cherché à recruter un travailleur en situation de handicap au cours de ces 3 dernières années. Donc près des 2/3, et dans une large majorité des cas, 93% pour être précis, ceux où ces recrutements ont abouti. Donc on a un taux de réussite de ces recrutements engagés qui est assez important puisqu'il s'élève à 93%. On va voir qu'il y a eu des facteurs facilitants, on va voir qu'il y a eu des difficultés qui ont été rencontrées, mais le constat est là. Parmi les facteurs facilitants, on s'aperçoit que les établissements ont souvent eu recours à des tiers pour les aider dans le recrutement de ces travailleurs en situation de handicap. Et pour une majorité relative, 48% d'entre eux, ce recrutement s'est fait en se rapprochant d'organismes spécialisés, notamment les Cap Emploi à 48%. D'ailleurs, on s'aperçoit, quand on croise ces deux informations-là, que les établissements qui se sont rapprochés de Cap Emploi au cours de ces 3 dernières années pour les aider dans leur recrutement sont ceux chez qui on a observé le plus fort taux de réussite de ces recrutements. On a d'autres leviers qui ont été utilisés, plus traditionnels, voire parfois plus généralistes aussi, puisque ce sont des canaux qui sont utilisés par les entreprises de manière générale pour leur recrutement, notamment le fait d'utiliser les réseaux sociaux professionnels de type LinkedIn à 26%, en montant des partenariats avec des établissements d'enseignement ou de formation adaptés à 15%, ou encore en publiant des offres d'emploi qui sont spécifiques aux personnes en situation de handicap à 14%. Les salons, forums spécialisés, notamment au travers du recrutement de personnes en situation de handicap, apparaissent beaucoup plus marginaux dans les canaux ou les leviers qui sont utilisés par les établissements pour les aider face à ce type de recrutement. Alors pour autant, et c'est ce que je disais précédemment, on s'aperçoit que c'est un événement de vie du parcours d'insertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap qui reste encore assez partagé dans l'esprit des adhérents, parce qu'on s'aperçoit qu'on a une courte majorité de 55% qui nous dit que recruter une personne en situation de handicap est quelque chose de facile. Donc vous voyez que c'est 10 points de moins que ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'emploi des personnes en situation de handicap de manière générale. Donc cet événement de vie qui est le recrutement est probablement un des points on va dire un des points de friction majeurs dans les difficultés qui peuvent être perçues par l'établissement sur l'emploi de manière générale.
On a le recrutement. Et d'ailleurs, là encore, quand vous regardez sur les écarts ou les différences qu'on peut avoir entre les établissements qui se positionnent sur la modalité la plus positive, très facile ou plutôt facile, là encore, on s'aperçoit qu'on est sur des résultats qui restent mesurés, puisqu'on n'a que 6% des établissements qui nous disent que c'est quelque chose qui est perçu, qui est jugé comme très facile. Parmi les principaux freins qui sont évoqués par les établissements, on retrouve en premier lieu les métiers qui sont exercés dans le secteur ou les métiers qui sont proposés par l'établissement. On s'aperçoit que pour 55% des établissements, c'est la raison principale qui explique ces difficultés qu'ils peuvent rencontrer et percevoir dans le recrutement de personnes en situation de handicap. C'est ce que vous avez en violet sur ce graphique, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la top citation, c'est-à-dire ce qui est cité en premier. Donc en premier, 55%, et d'ailleurs, si on globalise toutes les réponses qui nous sont apportées par les établissements, parce qu'on leur demandait la principale raison et toutes les autres, on s'aperçoit que pour près des 3/4 des établissements, cette question des métiers exercés dans le secteur ou des métiers qui sont proposés par l'établissement apparaît comme une des principales raisons évoquées par ces mêmes établissements. On retrouve, pour compléter je vais employer le terme de podium, mais bon, c'est pas très joli dans ce type de situation. On va retrouver les investissements qui sont nécessaires notamment à l'aménagement des locaux et ou des postes de travail. Pour 13%, c'est la principale raison. Pour 35%, c'est une des principales raisons à ces difficultés. Et enfin, le manque de connaissances ou de formation sur la thématique du handicap de manière générale. Pour 8%, c'est la principale raison. Et pour 27%, c'est une des raisons principales qui a été citée par les établissements. Vous voyez que par rapport à il y a 18 mois également, on est sur une stabilité quasiment stricte sur ces principaux freins remontés par les établissements, puisqu'ils n'ont, à 1 ou 2 points près, pas évolué par rapport à la précédente mesure qui avait été réalisée. Donc si les perceptions sur la facilité ou la difficulté perçue a pu légèrement évoluer, notamment sur l'emploi des personnes en situation de handicap, on s'aperçoit que pour les freins rencontrés, on est sur des perceptions qui restent assez stables par rapport à il y a 18 mois. Concernant les formations spécifiques ou les actions de sensibilisation sur la thématique du handicap au travail, on s'aperçoit que c'est une réalité pour une partie des établissements, puisque 24% des établissements nous disent avoir déjà mis en place des formations spécifiques des managers ou des équipes RH à l'embauche et ou à l'intégration des personnes en situation de handicap. Et 36%, un gros tiers, a mis en place au moins une action de sensibilisation sur la thématique du handicap au travail au cours de l'année écoulée. Donc c'est une réalité pour une partie des établissements, mais là encore, ces résultats montrent aussi tout le chemin qui reste à parcourir pour une montée en puissance de ces différentes actions, d'autant qu'on a vu précédemment que ces sujets de formation et de sensibilisation semblent être des besoins de la part des professionnels des établissements. Tout le chemin qui reste à parcourir, puisque là, on est sur une vision des professionnels du secteur, plutôt côté direction ou direction des ressources humaines des établissements. Et il est probable, on s'en aperçoit dans beaucoup d'enquêtes qui sont réalisées dans d'autres secteurs d'activité notamment, que si on avait le regard miroir des salariés, il est probable que ce qui est perçu côté salarié soit moindre que ce qui est mis en avant par les directions d'établissement. C'est pas un problème de déclaratif, hein. C'est pas que d'un côté on survalorise ce qu'on fait et que de l'autre côté on dévalorise ce qu'on fait. C'est que parfois on a l'impression que les actions qu'on met en place sont perçues par l'ensemble des salariés, sauf que c'est pas toujours le cas. Donc voilà. Là encore, chercher à nuancer cette situation-là en montrant le chemin qui reste encore à parcourir de la part des établissements du secteur. Et pour finir maintenant, sur les dispositifs en faveur de l'embauche et de l'intégration des personnes en situation de handicap, on s'aperçoit que plus de 4 établissements sur 5 connaissent au moins un des dispositifs qui a pu être testé. Excusez-moi, je passe la slide. Connaît au moins un de ces dispositifs. Alors, ce ne sont pas que des dispositifs qui sont dédiés exclusivement aux personnes en situation de handicap, mais on sait que c'est des dispositifs qui sont utilisés par les établissements pour faciliter notamment le recrutement de ces populations-là, ou au sein desquelles on retrouve un taux de recours, notamment des travailleurs en situation de handicap, qui peut être plus élevé que la moyenne nationale. Donc plus de 4 établissements sur 5 qui en connaissent au moins un. Le service civique ressort de manière un peu plus marquée à 56%, devant l'immersion facilitée 41%, ou encore l'emploi accompagné à 39%. Ce sont des chiffres là encore
qui avait été mise en avant tout à l'heure dans le discours introductif de Madame la Ministre. On retrouve à un deuxième niveau entre un cinquième et un tiers des établissements qui le mettent en avant ou qui le connaissent, la POEC, préparation opérationnelle à l'emploi collectif, les dispositifs Oasis Handicap spécifiques ou encore le dispositif CDD Tremplin ou le ATT. Concernant le recours maintenant, donc on s'aperçoit qu'il reste perfectible, minoritaire parmi les établissements, mais néanmoins on retrouve des taux de recours qui sont pour le moins encourageants sur un certain nombre de dispositifs. Le service civique et l'immersion facilitée notamment sont près du tiers des établissements qui nous disent y avoir déjà eu recours. Et à un deuxième niveau, pour ce qui est de la POEC ou a fortiori pour l'emploi accompagné, on est sur plus d'un adhérent sur 10, quasiment un adhérent sur 5 pour l'emploi accompagné qui nous dit y avoir déjà eu recours. Donc des résultats tout à fait honorables, même si là encore il y a des marges de progrès évidentes sur ces dispositifs-là, mais des résultats tout à fait honorables sur le recours de ces différents dispositifs par les établissements du secteur. Donc ces résultats nous montrent bien déjà tout l'intérêt que portent les établissements du secteur à l'emploi et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, mais dans le même temps, malgré toutes les initiatives qui peuvent être mises en place et dont on ne peut que se féliciter, également tout le chemin qui reste à parcourir en matière de sensibilisation, de formation et d'accompagnement des établissements pour favoriser de manière très générale l'emploi des personnes en situation de handicap et de manière plus spécifique sur le sujet du jour, le recrutement de ces professionnels. Je vous remercie de votre attention. Merci Steve. Vous ne sauvez pas. J'ai une petite question pour vous. Je sais que vous avez repoussé un engagement pour être avec nous ce matin. Est-ce qu'on est typique, le secteur, ou atypique? C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a cette ambivalence entre d'un côté un engagement qui est quand même assez important, 65% qui disent que c'est facile d'employer, qui marque vraiment l'idée qu'on n'est pas loin de l'évidence autour de l'emploi des travailleurs en situation de handicap, et puis de l'autre côté des freins qui sont ceux qu'on avait repérés déjà il y a 18 mois autour des métiers, des diplômes, les emplois qui sont proposés par les établissements. Est-ce que cette ambivalence, elle vous semble représentative de ce qu'on trouve dans d'autres secteurs ou est-ce qu'elle vous semble assez propre au secteur? Alors, j'ai envie de vous répondre les deux, mon commandant. Ça me va. Les deux, mon commandant, parce que cette ambivalence, on va la retrouver dans tous les secteurs d'activité. Dans tous les secteurs d'activité, quand on va aller interroger les établissements, les entreprises sur leur perception sur l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap et les freins, même de manière plus globale, les éventuelles difficultés qu'ils peuvent rencontrer, on va retrouver cette ambivalence. Néanmoins, on s'aperçoit que le niveau de sensibilisation des professionnels du secteur est beaucoup plus élevé que ce qu'on va pouvoir retrouver dans d'autres secteurs d'activité. Et donc, on a un engagement peut-être plus important, des a priori peut-être plus positifs sur l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Et c'est en ça que les secteurs ou les professionnels du secteur peuvent être atypiques par rapport à d'autres secteurs d'activité. Merci Steve, je vous laisse vous sauver. Merci pour cette présentation. Merci à vous Pierre-Marie et merci à toutes et à tous. Et puis on va continuer. Bravo. On va continuer cette discussion, puis peut-être l'élargir avec une table ronde maintenant. Alors j'invite les participants à cette table ronde, Thibaut Ronsin, Eve Cohen, Judith Fischer et Éric Marchandet, alors à venir me rejoindre dans l'ordre, peut-être Thibaut ici, Eve à côté, Judith et ensuite Éric. Je vous laisse vous installer et je m'assieds à côté de vous. Merci d'avoir répondu présent pour cette table ronde. Je vais commencer par vous, Thibaut Ronsin. Donc vous êtes DRH groupe du groupe SOS. Il faut, je crois, que vous allumiez le micro. Voilà. C'est bon. C'est bon, ça marche parfaitement. Steve Flanet vient de dresser un peu un portrait des employeurs du secteur dans cette ambivalence, un peu cette envie de faire, ces a priori peut-être plus favorables qu'ailleurs, et puis en même temps des freins. Est-ce que, en tant que DRH d'un des principaux majors du secteur, vous vous reconnaissez dans ce portrait ?
Alors, je me reconnais, il y a des éléments qui sont effectivement assez clairs et je pense qu'ils étonnent personne, et d'autres qui sont plutôt positifs ou plutôt parfois présentant un long chemin encore à parcourir, y compris dans le secteur. Je pense qu'un des éléments qui, moi, me frappe, c'est la dissonance encore qu'on a fortement entre nos propres professionnels qui disent concrètement, c'est simple, la théorie, c'est qu'il est simple d'embaucher, de recruter, d'intégrer des personnes en situation de handicap, et la pratique, nos métiers, non. Donc il y a un petit côté assez dissonant de se dire, pour les autres, c'est facile, il faut que tout le monde fasse l'effort, mais finalement, chez nous, c'est quand même pas si simple. Donc il y a un petit côté assez étonnant du cordonnier mal chaussé. Ce qui m'interpelle, c'est finalement comment on rend ça possible. Et donc je pense que si on est là tous ensemble, c'est parce qu'on est convaincus qu'il faut donner des exemples. Et je pense qu'un des éléments qui nous anime, en tout cas qui nous anime au sein du groupe SOS de manière assez forte depuis quelques temps, c'est de chercher à identifier plutôt des cas concrets dans nos établissements. Alors, on fait un focus sur le recrutement, mais finalement, le recrutement, compte tenu de ces indicateurs, pour moi, ne passera que par l'exemple concret qui fait taire les éventuels stéréotypes qui nous disent que c'est impossible. À savoir concrètement, est-ce que c'est possible? Est-ce que certains de nos métiers, nos emplois, puisqu'on le voit dans ce sondage, sont réellement difficiles, voire impossibles à couvrir, à être portés par des personnes en situation de handicap? Je pense que sur le principe, on le sait tous, 80% des handicaps sont invisibles. On sait tous que potentiellement, le handicap, une forme de handicap, c'est aussi une forme de fragilité, et que dans nos secteurs, la gestion des fragilités, c'est notre quotidien, en tout cas pour nos professionnels, et que finalement, on est capable, dans certains champs du médico-social, du sanitaire, d'ouvrir la pérédance et de se dire, puisque j'ai une forme de fragilité, je vais être un meilleur professionnel. Donc c'est une compétence supplémentaire, mais pour le handicap, on se rend compte qu'on n'est pas encore au rendez-vous. Donc globalement, je pense qu'il y a énormément de choses qui, moi, je trouve, viennent donner de la force à nos convictions, de se dire, finalement, en réalité, c'est nos propres professionnels qui se masque de certaine manière le champ des possibles en se disant ouais, mais pas chez nous, ça va être trop compliqué, parce que finalement on est habitué à gérer des handicaps lourds dans nos établissements, on est habitué à gérer des fragilités vraiment lourdes dans la gestion du quotidien, et donc du coup on se dit, on prend le champ global et on va dire non, ça va être trop compliqué. Il y a un élément qui moi me manque dans la lecture de ce sondage pour le moment, c'est finalement le pourquoi nos managers de proximité, nos établissements, puisque le sondage est orienté établissement, le champ des possibles, le champ des impossibles plutôt, je pense qu'il est aussi caractérisé par la difficulté de responsabilité qui est portée par nos managers de proximité, nos premières lignes opérationnelles, qui, au-delà du secteur de l'inclusion des personnes en situation de handicap, doivent gérer leurs établissements avec, en général, des professionnels qui ne sont pas tous au rendez-vous, avec un absentéisme qui est quand même encore assez fort dans le secteur, avec une pénibilité globale qui font qu'on a du mal à recruter. Et donc, finalement, nos managers de proximité, au-delà de l'inclusion et des bonnes volontés éventuelles, on le voit, ceux à qui on pose la question disent c'est facile, c'est possible, si j'ai envie, je peux. Oui, mais en fait, la question, c'est pas si j'ai envie, c'est l'ensemble du secteur. On a plusieurs milliers d'emplois vacants, et on sait qu'on a plusieurs milliers de personnes en situation de handicap qui sont potentiellement volontaires pour nous rejoindre. Donc, l'élément qui, moi, m'interpelle en premier lieu, c'est pour pouvoir recruter, travaillons la reconnaissance. Pour pouvoir recruter sur nos métiers du secteur, travaillons la reconnaissance pour donner des exemples très concrets de personnes en situation de handicap sur l'ensemble de nos métiers, parce qu'on est convaincu que, en tout cas je suis convaincu, et je pense qu'au groupe SOS on l'est, et j'imagine que nombreux dans la salle le sont aussi, que nul n'est inemployable et qu'on a l'ensemble de nos métiers sont potentiellement accessibles. Je suis tenté qu'on se pose un peu la question de qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour éventuellement adapter les postes, sans forcément se dire que tout handicap est un handicap lourd qui rend impossible d'être aide-soignant dans un EHPAD. Non, on peut faire beaucoup de choses, et on le voit dans le concret, dans les exemples, et il faut faire vivre ces exemples, leur donner la lumière pour qu'ensuite on puisse recruter encore plus fortement en cassant les idées reçues, y compris chez nos professionnels, et encore plus pour ceux qui sont convaincus que c'est possible et qu'ils ne le font pas pour eux-mêmes. Alors la preuve par l'exemple, c'est le but de notre table ronde aujourd'hui. Donc qu'est-ce que c'est les exemples au sein du groupe SOS? Est-ce que vous avez quelques exemples qui vous semblent emblématiques à la fois de réussite, de parcours, de personnes en situation de handicap qui accèdent à des emplois, à des cœurs de métier, et puis du cadre que vous avez organisé, de ce que vous avez monté pour rendre ces parcours possibles? Alors,
je me tairais bien de donner un exemple pour tous, comme si c'était facile. Je pense qu'on est convaincu ici que c'est pas simple et que je me reconnais quand même dans les indicateurs qu'on a pu trouver dans le sondage. Le premier élément, c'est de marquer de manière assez forte nos ambitions. Et donc, on a, au-delà de nos plaidoyers sociétaux, de par notre champ du handicap, comme pour la partie professionnelle, notre partie employeur, ça a été de marquer assez vite notre ambition de marque employeur dans notre politique RH, d'être signataire de la charte pour le ETH, mais pas que. Donc, de formaliser dans nos ambitions interne, la stratégie Horizon 2025 pour le groupe SOS, le fait qu'on voulait que non seulement nos premiers de cordée, sans reprendre un vieil exemple, en tout cas que nos bons exemples soient mis en avant, c'est bien, mais finalement c'est aussi de se dire qu'on a mis l'ambition pour tous, de dire on veut que l'ensemble des employeurs du groupe SOS, puisqu'on en a plusieurs, soit au rendez-vous d'être au-delà du légal en termes d'ambition d'accueil et d'emploi de personnes en situation de handicap. Donc on a posé le cap numérique en disant de base, on ne vous dit pas comment faire, on vous dit juste que c'est l'ambition qu'on se fixe pour l'ensemble des employeurs et donc tout le monde est concerné. Donc on ne veut pas entendre le « oui mais pour les autres, pas pour mon voisin mais pas dans mon établissement ». Donc on a posé un cadre, on l'a écrit, on l'a formalisé et on s'est engagé en interne à y arriver. Le deuxième élément, c'est qu'on a travaillé cette reconnaissance, alors pour le moment pas à l'ensemble du groupe, on va y travailler, mais dans certaines entités du groupe, on a fait des campagnes de communication pour favoriser la reconnaissance des personnes en situation de handicap, pour montrer le fait que c'est une qualité et c'est pas un vain mot. La qualité, c'est aussi finalement j'ai une forme de fragilité, quelle que soit sa visibilité aux autres, j'ai une forme de fragilité. Ça m'ouvre une forme de compétence, d'ouverture à l'autre et de capacité aussi d'écoute dans les savoir-être et dans les compétences soft par rapport aux personnes qu'on accompagne dans l'établissement. Donc cette reconnaissance de la qualité, c'est un deuxième socle qui nous paraît important, qui est pas évident parce que on peut faire des affiches, on peut faire des campagnes. On se rend bien compte que concrètement, je ne vais pas dire qu'on n'a pas un impact fou, mais c'est pas non plus ça qui fait décoller nos chiffres. Donc on est en train d'outiller avec certains partenaires dont l'OETH, nos managers avec des kits concrets, de dire concrètement comment je fais pour recruter, comment je fais pour intégrer, quelles questions je me pose et comment j'accompagne mes accompagnateurs. J'étais étonné dans le sondage de voir étonné dans le bon sens, de voir que Cap Emploi, par exemple, ou les agents spécialisés étaient finalement identifiés pour un recrutement sur 2 comme acteurs partenaires. Oui, mais nos managers considèrent que nos emplois ne sont pas accessibles. Donc si nos propres managers considèrent à 50% aussi, ou 50 ou 55% que nos métiers sont difficilement accessibles, on peut faire ce qu'on veut avec nos agents spécialisés, on ne va pas faire des miracles. Donc globalement, il faut aussi donner des exemples concrets, et donc on travaille avec les partenaires à faire ces exemples concrets, de dire faisons témoigner des gens qui sont en situation de handicap avec leurs mots, chacun dans son expérience, chacun avec son handicap et quel que soit le niveau de détail qu'il veut partager, de dire j'ai la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, je suis aide-soignant, je suis travailleur social, je suis éducateur et fondamentalement je suis un bon professionnel. Donc c'est possible pour vous, venez. Et donc tant sur le champ de la reconnaissance que le champ de recrutement, on travaille ce premier élément de dire faire savoir que c'est une qualité et pas simplement un frein puisqu'on l'a vu en premier lieu. Le deuxième élément, les plus concrets, on en a parlé aussi avec les POE ou avec les job dating ou en tout cas des étapes préparation opérationnelle à l'emploi. Absolument. Donc on travaille aussi à rendre possible des formations à nos métiers pour des personnes ciblées avec la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Donc ces POE pour des métiers d'aide-soignant par exemple qui sont mis en œuvre en ce moment là au mois de juin avec différents partenaires autour de la table, c'est un travail collectif, nous permettent aussi de non seulement rendre accessible 10, ils sont 11 je crois dans cette promotion de juin au métier d'aide-soignant pour des personnes avec une RQTH, mais c'est aussi de le faire savoir et de finalement faire notre part, de rendre possible et pas simplement parler et exprimer, mais de te dire très concrètement on le fait à tel établissement, dans tel endroit, et si vous voulez un témoignage réel et pas que le DRH qui parle dans un micro, allez parler à telle personne qui l'a fait, qui a fait une formation d'aide-soignant, c'est possible, donc faites-le savoir à tous les managers du secteur, on peut être aide-soignant et avoir une RQTH, bien évidemment, mais il faut le dire, il faut le répéter, et il faut le faire savoir. Alors, vous avez beaucoup insisté dans vos propos sur l'encadrement intermédiaire, en disant c'est eux qui font le job, c'est eux qui doivent être convaincus, mais c'est aussi eux qui peuvent être peut-être menacés d'essoufflement, ou en tout cas qui peuvent être, pour qui la barque peut être un peu lourde. Vous le ressentez dans vos équipes, cette place charnière et à la fois ce risque parfois d'essoufflement ? Je pense même que c'est la principale limite. C'est-à-dire que, a fortiori dans le secteur, on l'a vu, globalement, on a une appétence positive. Globalement, on a des managers qui sont convaincus sur le principe. Donc, c'est pas tant de les convaincre
même s'il y a encore un champ des possibles sur nos métiers en particulier, mais sur le principe même, je pense que c'est pas là où il y a le plus d'efforts à fournir. Les limites qu'on a, c'est un secteur qui a été frappé de plein fouet dans la réponse à la crise sanitaire, quels que soient les acteurs et pas que les soignants, mais tous ceux qui travaillent dans l'accompagnement ont été concernés bien évidemment. On le voit, on a des managers de proximité en particulier qui doivent gérer des services, gérer des activités avec entre 10 et 20% d'absentéisme moyen, avec un turnover qui s'est accéléré, avec du coup des faisans fonction, des personnes pas toujours diplômées, mais qui du coup font tourner nos établissements au quotidien, avec beaucoup d'intérimaires. Qui prend la charge mentale de la qualité de prise en charge ? Le professionnel en première ligne et le manager, le directeur, la directrice qui finalement assure la garantie de cet établissement, de cette activité. Et donc ce même directeur, cette même directrice, lui dire gérer ton établissement avec les enjeux financiers potentiellement du moment, avec les enjeux RH de l'absentéisme et du turnover, avec les tensions dans les équipes, la juniorité de certaines équipes compte tenu du turnover, avec d'autres ambitions qui viennent se heurter. Le groupe SOS a marqué des fortes ambitions sur l'alternance. On avait 0,5% d'alternants il y a 4 ans, on vise 5% en 2025, on est aux 2 tiers du chemin, on a 3,5%. Mais les alternants, il faut les accompagner. Donc globalement, le même directeur ou la même directrice, il a peut-être directement 2 alternants tous les jours qui viennent lui poser des questions juniors à juste titre qu'il faut accompagner. Donc l'accompagnement, l'adaptation au poste d'une personne en situation de handicap, ça vient aussi avec la disponibilité d'un manager de proximité capable de poser des questions, d'écouter, d'adapter. Et c'est pas forcément tous les managers qui n'ont que l'inclusion des personnes en situation de handicap à penser au quotidien. Donc je pense que le sujet de la charge mentale de nos lignes managériales de proximité, il est éminemment critique. On le constate, nous on le fait aussi avec un baromètre régulier et nos managers de proximité marquent le pas depuis 3-4 ans d'un niveau de stress ressenti très élevé sur lequel potentiellement on vient leur mettre des injonctions contradictoires de faire avec autant ou moins de moyens, des complexités RH et en plus il faut être encore meilleur que la moyenne. Il faut être un employeur inclusif. Il faut être un employeur qui s'engage sur l'ensemble des champs sociétaux et qui finalement est encore meilleur que son voisin et qu'on peut accepter qu'un mauvais manager soit des entreprises éventuellement qui n'a pas des grandes valeurs affichées. Quand en plus on les affiche, on se met un niveau de responsabilité encore plus fort, un besoin de congruence et de cohérence encore plus fort et qui fait que pour les lignes managériales de proximité, c'est pas évident. C'est passionnant, mais c'est pas évident. Il faut être honnête, c'est eux qui prennent l'essentiel de cette charge mentale au quotidien. Merci Thibault, on reviendra vers vous tout à l'heure. Je vais vous demander de faire passer votre micro à votre voisine. Peut-être qu'elle vous le rendra un peu plus tard. F. Cohen, vous êtes consultante, manager de transition, vous avez fondé le cabinet Respire Haut. C'est ça. Je ne sais pas comment, si on le dit comme ça, avec le Parfait. haut d'émerveillement. De surprise. Donc vous connaissez très bien le secteur, vous avez exercé plusieurs fonctions dans pas mal d'organisations du secteur. Même question qu'à Thibault Roncin, est-ce que le portrait des employeurs du secteur qui a été tendu par Steve Flanet tout à l'heure à partir du baromètre BVA, est-ce qu'il vous paraît en effet emblématique de ce secteur? Est-ce que vous le reconnaissez dans ce que disait aussi Thibault autour des ambitions et en même temps des limites de moyens, des risques d'essoufflement? Totalement. Je rejoins complètement l'ambivalence qui avait été évoquée. C'est-à-dire qu'effectivement, on est sur un secteur qui est fondamentalement... qui a une approche positive, mais quand il s'agit de la mettre en œuvre, on retrouve les mêmes freins qu'ailleurs. Pas au même niveau, c'est-à-dire qu'il y a plus d'établissements qui font d'efforts positifs, mais avec les mêmes difficultés au cas par cas, effectivement, selon les établissements. Dès lors qu'on commence finalement à mettre en œuvre ces actions, on a une spirale positive qui s'enclenche, mais quand on la laisse de côté, c'est toujours l'histoire du verre à moitié plein et à moitié vide. En fait, tout dépend comment on regarde les choses. Et finalement, ce sondage, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a le verre à moitié plein via cette approche positive, via ces niveaux plus élevés que ce qu'on peut voir sur d'autres secteurs d'activité. Et on a le verre à moitié vide parce qu'on voit encore toutes les marges de progression. Et sur le terrain, c'est pareil. Néanmoins, par rapport à ce que vous disiez, je pense que effectivement le management de proximité est pris sur le terrain, il est pris dans les urgences, il est pris dans le fait que les équipes ne sont pas toujours au complet, que du coup il y a des incidents sur incidents, etc. Ça c'est le propre d'établissements qui sont en difficulté parce que tous les effectifs ne sont pas là ou parce qu'il y a d'autres problématiques.
C'est celle que pour le coup, je rencontre assez régulièrement. Et en même temps, si on prend un peu de recul sur notre secteur, on voit quand même qu'on a 2 risques majeurs sur notre secteur, qui sont le modèle économique, qui est quand même ce temps, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas le sujet, et 2, mais c'est quand même en lien, les RH. On a quand même aujourd'hui dans le secteur des établissements qui commencent à fermer des places, voire fermer des sections, parce qu'effectivement ils ont dépassé leurs limites et que accompagner, accueillir des personnes, ce n'est plus possible avec les effectifs qu'ils ont. On a des établissements alors qui fonctionnent bien, on a des établissements aussi qui sont à la limite et où on a des équipes qui s'usent et où on rentre en fait sur une spirale, là pour le coup très négative, où les équipes n'en peuvent plus, ça génère des conflits en interne, et on a quelque chose une partie des équipes qui n'a pas les compétences, qui reporte la charge sur ceux qui l'ont, et on a quelque chose dont on n'arrive pas à se sortir. Est-ce que dans ce contexte, c'est un petit peu ce que disait Thibaut tout à l'heure, si en plus on leur demande d'employer des personnes en situation de handicap, ça apparaît comme la dernière charge sur le dos du chameau, comme diraient les Anglais. En fait, au contraire, c'est-à-dire que ça touche à la politique RH. À partir du moment où on recherche des personnes fondamentalement au-delà des compétences, parce qu'on s'est formé dans le secteur quand même, au-delà des compétences, on cherche fondamentalement des personnes qui ont des valeurs, je vais faire très court, mais de bienveillance. Voilà, c'est la valeur fondamentale qu'on recherche chez nos effectifs. Ça veut dire aussi qu'on peut recruter large et que nos recrutements, toutes nos étapes de recrutement, de fidélisation, d'intégration, etc., elles doivent être aussi bienveillantes à chaque niveau. Et ça touche, c'est bien plus large que l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc moi j'ai envie de dire que c'est pas la difficulté en plus, c'est qu'en fait ça fait partie du travail. À partir du moment où vous avez une politique RH qui est ouverte, où on voit le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, c'est pareil au niveau d'une personne et de son éventuel handicap. À partir de là, en fait, on a quelque chose qui s'enclenche qui est beaucoup plus positif. Moi, j'ai été amenée à faire des recrutements de personnes que... Enfin, mon adjoint voulait même pas la rencontrer, etc. La personne en entretien m'a fait toutes les réponses qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire alerte rouge, voilà. Et en fait, je lui ai expliqué le métier, etc. Et à la fin, c'est une des illustrations. La personne me dit, je crois qu'il faut que je fasse un essai. Ce que j'ai trouvé une très bonne réaction. Et on a fait un essai et qu'on a enclenché assez rapidement puisque les PMSMP ne sont pas payés. Enfin voilà, il ne faut pas abuser de la situation. On a enclenché les immersions facilitées. PMSMP, c'est l'ancien nom des immersions facilitées. Et effectivement, à l'issue de ça, on a fait 3 jours, on n'a pas abusé. Ça s'est très bien réalisé. CDD. Et c'est une des personnes les plus organisées que l'on forme là progressivement, et que mon adjoint qui voulait pas l'avoir appelle la perle de l'ESAT. Voilà. Donc c'est un exemple, mais parfois on a des a priori sur des CV, on peut même avoir des a priori sur des entretiens, mais finalement sur nos publics et sur nos salariés, la seule chose qui compte, c'est finalement ce qui se passe sur le terrain. Et on a des outils qui sont assez formidables pour ça. Et derrière, il faut par contre effectivement former, développer les compétences. Alors là, c'est la parole de la manageuse que j'entends. Je vais vous amener sur un autre point de vue qui est celui de la consultante, celle qui a fait il y a quelques mois, je crois, une étude plus largement qui s'est intéressée à toutes les entreprises, tous secteurs confondus, qui ont un gros taux d'emploi. Un taux d'emploi supérieur, je crois, à 10%. Vous avez 8%. Pardon. Donc vous avez fait un travail sur les entreprises qui avaient plus de 8% pour finalement... percer leur mystère, mais qu'est-ce qu'elles ont de plus que les autres ? Comment font-elles ? Et alors, j'ai évidemment une double question. C'est d'abord, est-ce que vous acceptez de nous révéler quel est donc leur secret ? Et puis, y a-t-il des secrets particuliers à notre secteur sanitaire et social ? Puisque je crois que quand même, dans le quota des entreprises qui ont plus de 8%, il y a quand même pas mal d'entreprises de notre secteur. C'est ça, on retrouve toute l'ambivalence en fait de l'étude BVA. Donc cette étude qui a été réalisée avec Practice a montré en fait effectivement ce double regard. C'est-à-dire que dans les entreprises à taux d'emploi élevé, donc supérieur à 8%, les entreprises, enfin les associations, là on est plus que du secteur médico-social sont surreprésentées
élevé. On a un peu plus de 10% des entreprises qui sont issues du secteur médico-social qui ont plus de ces 8%, qui sont au-dessus de ce taux de 8%, contre 3%, un peu plus de 3% dans les moins de 8%. Donc on voit cette surreprésentation du secteur. Et en même temps, on sait que le secteur a un taux de sinistralité extrêmement élevé, qui a été pointé par la Cour des comptes assez récemment. Et effectivement, on est à la fois un secteur avec un taux d'emploi élevé, mais qui en produit aussi, effectivement, avec un taux d'incapacité permanente qui est non négligeable, et donc un secteur qui produit elle-même, effectivement, ses effectifs de personnes en situation de handicap. Donc cette ambivalence, effectivement, on la retrouve. Après, ce qui était étonnant finalement dans cette étude sur ces entreprises inclusives, c'est celle que l'on cherchait. L'idée de l'AGFIP qui est le commanditaire de ces travaux, c'était effectivement de voir s'il y avait des pratiques innovantes qui allaient pouvoir être diffusées sur l'ensemble du secteur. Et quand on y regarde de près, ce qui est assez surprenant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire que la surprise, c'est que finalement, ces entreprises à fort taux d'emploi, elles ne font que, et le que, et je ne le minore pas, mais en fait, elles appliquent ce que le secteur dit depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Voilà. Elles appliquent effectivement toutes les recommandations du secteur, qui sont de sensibiliser les équipes, de former, effectivement, sensibiliser, faire connaître effectivement ce que sont des situations de handicap, de s'organiser en identifiant un référent handicap. Alors là, tout dépend effectivement de la taille des entreprises et de l'organisation qui est choisie. On n'est pas dans une même situation dans une structure de petite taille quasi familiale à un gros ensemblier en fait. Elle est effectivement de monter des partenariats avec AGFIP, Cap Emploi, services de santé au travail, dès lors que c'est possible sur le terrain. Il est aussi de travailler sur tout le process de recrutement, d'intégration, de communiquer à chacune de ces étapes. Et il est aussi de travailler sur deux jambes, c'est-à-dire à la fois sur le recrutement et le maintien dans l'emploi. Et finalement, dans ces entreprises inclusives, le trait commun que l'on retrouve à toutes, c'est celle-là. C'est qu'il y a une intention, au cas par cas, une politique volontariste ou une intention qui est posée par la structure. Un point important, c'est que la sensibilisation c'est pas du one-shot, c'est-à-dire que c'est du continu. Ce qui fait écho à ce qui a été dit dans l'enquête, puisque on voit que il y a un tiers seulement, pour le coup, vu l'importance, un tiers seulement du secteur qui a réalisé au moins une action de sensibilisation dans l'année. Or, ce point-là est fondamental. Il est fondamental parce que il suffit pas que les RH soient sensibilisés, il faut que le manager de proximité, celui qui recrute soit sensibilisé, l'encadrement intermédiaire soit sensibilisé et les équipes soient sensibilisées aussi. Et là, on a vu tout à l'heure dans l'enquête que les 3/4 des recruteurs ne sont pas aujourd'hui formés sur le recrutement des travailleurs en situation de handicap. Et le point majeur, il est là en fait, c'est la chose que font toutes les entreprises à fort taux d'emploi. Voilà. Ensuite, donc en fait, c'est simple. Ouais. Tout le monde sait ce qu'il faut faire, simplement, il faut le faire. C'est ça. Et à partir du moment, par contre, où il y a cette intention qui est posée là, où il y a effectivement quelqu'un qui vient soutenir les équipes sur le terrain avec ce fameux référent handicap qui va outiller, qui va appuyer le manager dans le recrutement et la personne effectivement dans ces différentes étapes d'intégration ou lorsqu'il y a risque d'inaptitude effectivement dans le parcours qui en suit. Ensuite, on pilote, on organise, on pilote, on fait. Mais le plus important, c'est effectivement cette question de créer un climat qui soit favorable. Et ce climat favorable, il ne repose
pas en tout cas uniquement, on le voit aussi sur ces entreprises à fort taux d'emploi, il ne repose pas uniquement que sur l'emploi des personnes en situation de handicap en fait, il est beaucoup plus large. Oui. Il est lié à une politique diversité, alors il y a plein de mots, diversité, inclusive, peu importe, mais il relève d'une politique ouverte et bienveillante. Oui, parce que c'est un petit peu ce que sous-entendait tout à l'heure Thibaut, c'est-à-dire que toutes ces injonctions paradoxales qui tombent sur les managers ou les recruteurs, il faut avoir une politique d'emploi des travailleurs en situation de handicap, il faut recruter des publics issus de l'insertion, il faut, etc. Est-ce que vraiment les silos, ça marche? C'est-à-dire, non, ça marche pas les silos. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que ces entreprises à fort taux d'emploi, elles ont aussi un fort taux d'insertion de public éloigné de l'emploi, ou c'est un esprit plus large d'ouverture? C'est un esprit plus large d'ouverture qui est majeur encore une fois pour notre secteur parce que c'est pas une injonction contradictoire en fait. C'est ça le problème. C'est que c'est le moyen, c'est le levier pour se sortir d'une situation où on est coincé aujourd'hui dans nos difficultés de recrutement. C'est pas le seul, mais c'est un gros moyen quand même. Et en fait, au lieu de le voir comme une contrainte et comme un frein, c'est un atout effectivement, pour s'ouvrir à de nouveaux profils qui peuvent être extrêmement intéressants. C'est pas, donc je me rajoute une difficulté en plus qui est non seulement je m'ouvre galère, des portes mais en supplémentaires. plus il faut que je recrute des personnes en situation de handicap ou en insertion. J'ai des difficultés à recruter et donc je vais ouvrir de nouvelles fenêtres pour permettre à de nouveaux profils d'entrer. C'est ça. C'est ça. Et ce dont on a un besoin majeur. Et alors effectivement, ces entreprises à fort taux d'emploi n'ont pas attendu d'être contraintes pour le faire. Mais si la contrainte est un levier pour aller plus loin et s'ouvrir à de nouveaux profils qui peuvent être pleins de surprises, encore une fois, profitons-en, quoi. Thibaut Ronsin, je vous avais promis de récupérer le micro 2 secondes, je tiens ma promesse. Cette idée qu'il n'y a pas un sujet sur les personnes en situation de handicap, un sujet sur les personnes en insertion, un sujet sur les publics, je ne sais pas, les chômeurs de longue durée, mais que c'est un seul et même sujet qui est d'ouverture, ça vous retrouvez dans cette approche décloisonnée? Complètement, et en réalité c'est de se dire qu'il n'y a pas un sujet d'individualisation ou de silo, c'est effectivement penser le management global. Et donc penser le management global, ça veut dire être en capacité à penser le management par l'individualisation des parcours. Et donc potentiellement, c'est l'individualisation des parcours candidats. Qu'a fait la personne avant de venir? Avec quelle force elle arrive? Avec quelle fragilité elle arrive? Et comment en tant que manager recruteur, je suis capable, d'avoir la boîte à outils qui s'ouvre en fonction de ce qu'il m'exprime comme attente, besoin, mais c'est pas que des fragilités, c'est aussi, on le voit dans nos métiers aussi, c'est pas le sujet de la table ronde, mais le besoin de flexibilité du travail, dans les horaires, dans le télétravail, dans l'organisation, dans l'hybridation des activités pour pas faire que ça et faire autre chose. Toutes ces attentes qui sont les attentes finalement sociétales d'individualisation des parcours professionnels, pour moi, sont finalement en cohérence avec ce qu'on est en train de se dire. C'est-à-dire que l'inclusion des personnes en situation de handicap n'est ni plus ni moins qu'une des mises en avant de ce qu'on attend aujourd'hui dans la relation au travail et ce qu'un candidat, un salarié, un jeune, un moins jeune, potentiellement se dit, je veux pas travailler comme mon voisin. Je veux travailler avec ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et c'est peut-être pas la même chose dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Et donc potentiellement, ce qu'on demande à nos managers, et ce que les politiques RH, effectivement, les employeurs doivent inciter, insuffler, outiller, etc. C'est pas tout le monde pareil. Être travailleur social, c'est pas être travailleur social, c'est pas le même métier dans l'établissement A, dans l'établissement B. Dans le même établissement, c'est pas la même chose dans tel service. Avec telle expérience, c'est pas la même pratique au quotidien. Et cette individualisation des recrutements et des parcours, elle se caractérise dans le champ de l'inclusion des personnes en situation de handicap de la même manière qu'elle se caractérise avec les 1 500 000 jeunes NEETs en France qui sont sans qualification, sans emploi et sur lequel possiblement il faut aller vers. Et cette démarche de aller vers qui est si chère à nos professionnels dans leur projet d'établissement, finalement elle doit être aussi incarnée dans ce champ du management et du recrutement et de l'intégration. Donc le aller vers, c'est individualiser les recrutements, c'est finalement s'intéresser à l'autre, c'est s'intéresser à l'altérité et être en capacité à traduire des parcours, y compris en disant « Ah, il y a une situation de handicap, super, comment on en fait une force pour mon organisation ? Qu'est-ce que ça va apporter à mon équipe ?» Et le manager qui est en capacité d'avoir cette ouverture d'esprit et cette capacité à aussi penser outils opérationnels pour dire « Ok, c'est pas un problème, mais on va trouver une solution ». Ensemble, avec ce qui existe déjà dans mon équipe, quel type d'adaptation j'ai pu faire, parce qu'on parle d'adaptation au poste comme si c'était
quelque chose de compliqué souvent. En réalité, les 3/4 du temps, c'est un tout petit peu d'aménagement horaire, c'est parfois un tout petit peu de sensibilisation dans l'équipe, c'est parfois un tout petit peu d'adaptation des affichages, des outils, etc. Donc l'adaptation au poste, c'est un grand mot qui fait peur à beaucoup de managers proximité, parce qu'on imagine parfois des choses lourdes, complexes. Mais les 80% des cas, 90% des cas, c'est des ajustements qui méritent juste un peu d'écoute, un peu de pragmatisme de quotidien. Donc oui, bien évidemment, ça fait écho. Et pour moi, c'est probablement le message le plus fort. Si on veut demain attirer plus de professionnels sur nos métiers, quels qu'ils soient et quel que soit leur parcours, leur fragilité, il faut qu'on soit tous, nos managers proximité, les employeurs, les politiques RH, qui mettent en place un écosystème qui favorise cette altérité, cette capacité à faire des parcours individuels. Et prendre en compte les besoins spécifiques de chacun, c'est là où on va arriver à la notion d'accessibilité universelle, je crois. Alors, vous parlez d'individualisation des parcours de recrutement, c'est une parfaite transition pour tendre le micro à Judith Fischer. Alors, Judith Fischer, vous êtes dirigeante de Discovia, dont vous allez nous dire un mot dans un instant. Discovia qui a été lauréat du programme d'accélération que l'association OETH mène avec 21, l'accélérateur d'innovation sociale de la Croix-Rouge et de Nexem. Vous avez été lauréat de ce programme en raison d'une action que vous menez en direction de personnes en situation de handicap. Donc peut-être quelques mots d'abord pour présenter votre action et puis alors pour nous dire pourquoi ce que vous faites, c'est exactement ce que vient d'évoquer Thibaut dans l'individualisation du recrutement. C'est finalement dans ces métiers dont on dit qu'ils sont totalement arrimés à des certifications et à des diplômes du secteur, et comment on peut réaliser des parcours même avec des personnes qui semblent a priori éloignées. Donc bonjour à tous et à toutes. Discovia, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui s'intéresse depuis une trentaine d'années à la question de la formation en situation de travail. Pourquoi on s'est intéressé à cette forme particulière d'apprentissage ? Parce qu'on est parti au démarrage sur la formation d'ouvriers viticoles. Alors vous allez dire c'est loin du milieu du médico-social, mais pas tant que ça, puisque l'idée c'était de former des travailleurs d'ESAT sur ces métiers-là. Et aujourd'hui, on a des gens qui, depuis 30 ans, travaillent dans ces métiers et qui aujourd'hui sont chefs d'équipe et qui étaient issus en 92 des ESAT de l'ADAPI du Bas-Rhin. Cette question du travail formant, c'est vraiment quelque chose qui nous anime parce qu'on s'est rendu compte qu'accompagner des personnes peu qualifiées au départ, par cette forme-là de développement de compétences, ça avait l'impact de les amener à trouver du sens dans leur boulot et ça décrispait en fait une situation de « Oh non, moi l'école c'est pas fait pour moi, la formation c'est pas fait pour moi, j'évoluerai pas dans mes postes ». Et donc on s'est questionné justement sur ces trajectoires, ces trajectoires individuelles qu'on peut avoir au travers nous de nos parcours professionnels et pour les personnes en situation de handicap ou tout autre public en situation de vulnérabilité, d'accéder de rêver un avenir professionnel. Vraiment, c'est important pour moi d'avoir cet élément de rêve parce que, pour ma part, j'ai accompagné des personnes qui sont sorties d'entreprises adaptées et puis qui sont arrivées sur un poste et quand on les retrouve 20 ans, 25 ans plus tard, sont toujours sur le même poste. Et ça, c'est pour moi une façon aujourd'hui de permettre ces trajectoires, ces évolutions au travers de ces métiers. Je vous rejoins quand vous dites aller vers les nouveaux publics. Alors ça, c'est une vérité, mais j'aimerais ajouter et proposer la rencontre avec les employeurs. Parce que quand on est secteur en tension, on a peut-être à un moment donné l'envie de se dire je vais recruter n'importe qui, il me faut du monde, je suis prêt à recruter. Et nous, on accompagne aujourd'hui chez Discovia des structures du médico-social, des structures de l'aide à domicile, des structures EHPAD sur le recrutement de nouveaux profils, mais on essaye vraiment de travailler aussi avec la structure sur
l'identification, alors des gestes techniques d'une part, mais aussi des valeurs et de toute cette culture implicite qui va être amenée par la structure. Je vous donne un exemple très concret. On accompagne aujourd'hui 2 grosses structures sur le Grand Est, sur des recrutements d'AS et d'AES, justement, au travers de parcours d'actions de formation en situation de travail. Et on va rajouter là-dedans des choses très importantes pour chacune de ces structures, qui ne sont pas les mêmes. Pour l'une, ça va être favoriser l'autodétermination du public accompagné. Mais ça veut dire quoi? Favoriser l'autodétermination quand moi je suis aide-soignante. Dans mon quotidien, ça veut dire quoi? Ça se joue comment dans les tâches que j'accomplis? Et donc cette formation, elle a cette possibilité-là de rendre finalement très concrète des valeurs, des concepts qui sont portés par les structures qu'on accompagne. Donc, ce que vous nous expliquez, c'est que l'action de formation en situation de travail va permettre à des personnes pour qui le rapport à l'école, ou oui, on va dire ça, à l'école est très compliqué, d'aller y compris vers des certifications qui sont aussi quand même sélectives et qui ont des niveaux d'exigence très particuliers, qui est la caractéristique des certifications et diplômes d'État de notre secteur. Alors, comment ça se passe? Comment on fait un recrutement, disons, d'une future aide-soignante ou d'une future accompagnante éducative et sociale que vous formez en formation en situation de travail? Comment ça se passe? C'est quoi ce parcours? Alors déjà, c'est pas quelque chose qu'on va mener seul. Nous, on travaille, on a une approche territoriale qui peut être reproductible sur l'ensemble des territoires, mais qui est une approche territoriale parce qu'on travaille avec les organismes de formation et les organismes de certification, évidemment, puisqu'on n'est pas nous-mêmes certificateurs, et l'établissement ne l'est pas non plus. L'idée, c'est de mettre la personne dans une spirale de capacité. Une personne qui va arriver d'un parcours en insertion et qui va entrer sur un poste, et vous allez lui dire, écoute, voilà, là, nous, on est dans un métier réglementé, et il faudrait que tu deviennes aide-soignant parce qu'il nous manque des aides-soignants dans l'équipe. Ça peut créer tout de suite une rupture au niveau du poste parce que la personne ne se sent pas capable et on va s'arrêter là. Donc l'idée de la formation en situation de travail, c'est de permettre à la personne d'acquérir toute une partie des compétences, et notamment les compétences métiers, et puis les compétences, ce qu'on va appeler, nous, critiques ou expertes. Expertes, ça peut être, par exemple, l'accompagnement des personnes en situation de polyhandicap. Ça peut être une unité Alzheimer qui va avoir des pratiques un peu particulières. Et les compétences critiques, c'est tout ce qu'il est nécessaire de savoir dès le départ, quand je prends un poste en situation. Donc l'idée, c'est déjà de montrer à la personne qu'elle est capable d'acquérir ses savoir-faire. Et pour ça, nous, on va former à l'interne des structures des tuteurs experts métiers qui sont reconnus par les pairs. Et c'est très intéressant parce que quand vous avez des équipes de tuteurs à l'interne, vous repensez aussi des fois l'organisation. Je vous donne un exemple, on a accompagné des EHPAD sur la question du bio-nettoyage. Alors là, c'est encore une autre question parce que c'était plus, on va dire, on a complété finalement l'expertise métier. C'était quand on est sorti du Covid, enfin on était encore bien dedans quand même. Et donc du coup, la question du bio-nettoyage, fallait un petit peu la rendre beaucoup plus importante pour l'ensemble des ASH. Et donc c'est passé au travers de cette formation en situation de travail. Il y a eu un premier temps où on a travaillé sur qu'est-ce que c'est l'activité de bio-nettoyage au sein des EHPAD, et les personnes qui étaient en charge de ce bio-nettoyage ont consolidé ce qu'on appelle un référentiel d'activité. Donc sont allés questionner leurs pratiques et se sont mises d'accord, ont sorti finalement un référentiel consensuel qui a été celui qui a été élaboré par l'ensemble donc des professionnels, validé par les référents qualité de l'établissement, et donc qui a été après disséminé dans le cadre des formations en situation de travail. Donc
on est vraiment, on est allé mettre en œuvre en fait une dynamique de formation à l'interne. Alors ça demande un petit peu d'énergie de la part des établissements, je ne vais pas vous mentir. Par contre, il y a des leviers qui sont aujourd'hui possibles, et notamment sur des expérimentations. On va embaucher de façon transverse des experts métiers. C'est-à-dire que des gens qui, dans le cadre de leur métier, aujourd'hui sont en usure professionnelle, mais que vous reconnaissez comme étant des experts de leur partie, ça peut être aussi une trajectoire de leur permettre d'aller former des pairs, former les nouveaux arrivants. Donc ça se passe comme ça en fait. On a vraiment le développement qui est remis au cœur des établissements. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des modèles beaucoup plus agiles. Parce que vous n'allez pas faire de la formation pendant 7 heures par jour. Vous allez pouvoir faire de la formation sur des séquences. Nous, les moyennes qu'on enregistre, parce qu'on a un logiciel qui permet d'aider au suivi de ces périodes de formation, on voit qu'on est sur une demi-heure, 1 heure de formation de façon journalière. Donc c'est vraiment des modes qui permettent de monter en compétences de façon beaucoup plus agile. Et après, pour le coup, quand la personne a déjà développé des compétences, qu'elle est dans cette spirale de capacité, on va compléter le parcours. Parce que de toute façon, les établissements ne peuvent pas forcément couvrir l'entièreté du référentiel de certification, là pour le coup. Et donc, soit ça passe par des mises à disposition dans d'autres établissements qui permettent de compléter le parcours, ou de la formation en salle, ou de l'e-learning. On est sur ce qu'on appelle des parcours multimodaux. Et donc on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de dispositifs qui permettent que ce ne soit pas coûteux pour des établissements qui se lancent là-dedans. Donc la préparation opérationnelle à l'emploi, l'immersion facilitée. Il y a une boîte à outils, disons, qui permet ce genre de parcours. Vous disiez, c'est quand même un vrai engagement d'un établissement pour former en interne des gens qui vont être capables de transmettre. C'est un pari qu'on fait à un moment donné, de se dire, on réintègre finalement dans l'établissement cette capacité de formation. C'est-à-dire, on l'externalise pas à d'autres de façon complète. Et d'un autre côté, ça rend très opérationnel tout de suite la personne. Et ce que vous disiez est très vrai aussi, c'est que les actions de formation en situation de travail nous permettent aussi de prendre en compte tout le passé de la personne. C'est-à-dire que si une personne a eu une expérience même d'accompagnement d'un proche, parce que c'est un aidant, il y a toute une partie des compétences qui sont nécessaires à l'expression du métier qui vont déjà peut-être être maîtrisées. Et donc, on va comme ça passer au-delà de certaines compétences qu'on retravaillerait si on était sur un parcours formatif complet. Donc on évite ce que nous on appelle l'effet redoublement aussi. Des compétences que je maîtrise, je les repasse pas. Mais par contre, on travaille sur les trous dans la raquette et on va compléter le parcours de formation de la personne. Alors tout à l'heure, je vous fais réagir rapidement. Ève et Thibaut disaient ne procédons pas par silo, entre le silo personne en situation de handicap, personne en insertion. Je crois que vous-même, vous avez cette approche que finalement, c'est les mêmes... c'est le même sujet et vous observez aussi une porosité, je crois, sur les publics que vous accompagnez. Oui, en fait, nous, sur les publics qu'on accompagne, aujourd'hui, on a un très gros projet d'accompagnement de 2000 parcours de personnes éloignées de l'emploi. En fait, sur le territoire de Molsheim, on est sur 45% de personnes en situation de handicap, ce qui veut bien dire qu'il y en a 55 qui ne le sont pas, qui pour autant ont des fragilités. Et en fait, la méthode qu'on applique, elle s'applique à l'ensemble des parties prenantes de la même façon. L'idée, c'est à la fois d'accompagner la structure dans sa
dans son organisation, dans sa montée en compétences pour les tuteurs, et puis de renforcer, de sécuriser le parcours de la personne. Et là, je rejoins ce qu'Ève disait sur la période d'intégration, qui pour moi est un levier vraiment intéressant et important au niveau du recrutement des personnes. Et je dirais, on a un outil quand même qui est la période d'essai, qui finalement est très peu utilisée. Mais la période d'essai, si elle est appuyée par un parcours de formation, par des jalons qui sont identifiés, peut être un très bon outil de validation du projet aussi, quoi. En fait, il faut s'autoriser à faire des paris. C'est ça. Et donc, pas forcément les réussir tous, mais faire des paris. Je vois, Ève, que vous avez envie d'intervenir. Allez-y. Juste pour compléter, moi je suis une convaincue des formations en situation de travail, d'autant plus que sur les professions sur lesquelles on a le plus de mal à recruter, on est sur des personnes qui sont peu qualifiées à la base, qui n'ont pas forcément effectivement envie de retourner sur les bancs de l'école et qui ont besoin de travailler tout de suite aussi, qui peuvent pas se permettre c'est un mode d'acquisition de compétences qui est formidable, qui nécessite effectivement un investissement de départ, mais qui permet une formation ultra personnalisée aux valeurs effectivement de la structure. Juste parler de l'actualité, puisqu'on a la VAE inversée qui vient d'être reconnue avec un décret qui vient de sortir, et ça vous permet notamment par exemple de recruter en contrat de pro, en utilisant la FEST et en fait on forme, on valide, on forme, on valide, on forme, on valide à partir des blocs de compétences, et c'est un super outil en fait, voilà, qui est testé aujourd'hui, et sur lesquels il y a des aides supplémentaires. Et qui facilite l'ouverture à d'autres publics. Judith, je vais vous laisser, sauf si vous voulez compléter, mais donnez votre micro à votre voisin de gauche. On a fait un très beau plaidoyer pour l'action de formation en situation de travail, mais il faut aussi qu'on parle de l'Institut de formation. Éric Marchandet, vous êtes directeur général de la fondation ITSRS qui porte l'IRTS Île-de-France de Montrouge. Montrouge, Neuilly et autres. Montrouge, Neuilly-sur-Marne. Oui. Neuilly-sur-Marne, voilà. On termine ce tour de table avec vous, parce que en effet, ce qui caractérise, on l'a dit depuis le début, on voit bien que c'est un frein, en tout cas dans ce que disent les employeurs, ce qui semble rendre compliqué l'accès au métier à des personnes qui peuvent être éloignées de l'emploi, et notamment parmi celles-là des personnes en situation de handicap, c'est l'accès à la certification, au diplôme, et donc forcément on s'intéresse aux établissements de formation, en disant finalement la meilleure façon de permettre au secteur de recruter des personnes en situation de handicap, c'est que ces personnes arrivent à être en formation. Et ça n'est pas si simple. Et donc c'est autour de ça qu'on souhaitait que vous soyez dans ce tour de table. Pour plusieurs raisons. Alors d'abord, peut-être aussi, vous pouvez nous en dire quelques mots, parce que l'IRTS de Montrouge fait partie des organismes qui portent le dispositif Oasis, qui est un dispositif porté et financé par OETH, dont vous pouvez peut-être nous dire quelques mots. Oui, alors en ce qui concerne en fait Oasis, c'est effectivement un dispositif porté par OETH, donc on est partenaire avec plusieurs centres de formation en fait en France, sur l'ensemble du territoire, dans ce dispositif, avec une Aforis qui est en fait l'union qui regroupe l'ensemble des centres de formation de travailleurs sociaux sur le territoire. C'est un dispositif en fait qui peut paraître en fait un petit peu, je dirais finalement un petit peu limité, parce que c'est des petites promotions. C'est un dispositif de préformation. En fait, l'idée c'est de faire une formation finalement à l'entrée en formation dans les formations de travailleurs sociaux. Alors ça peut pas paraître peut-être comme ça un petit peu plus finalement un peu large, ou un petit peu moins important que ça ne peut paraître, mais en réalité, si vous voulez, sur l'ensemble de nos formations, on a quand même un certain nombre de personnes qui passent par le dispositif Oasis et qui entrent ensuite en fait dans les formations de travailleurs sociaux AS, ES, JE. Alors pourquoi ça nous paraît important ? Pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, c'est un dispositif d'inclusion, donc nous, ça nous paraît essentiel en fait d'avoir cette inclusion en amont en fait effectivement de nos formations. D'autre part, je pense que c'est aussi un dispositif qui permet en fait une meilleure connaissance de ce qu'est le travail social, puisqu'en fait les stagiaires vont effectivement se trouver dans des stages. Alors là, du coup, on n'est pas dans le cadre de la FEST, mais on est dans le cadre de la formation, et donc quelques semaines de stage pour leur permettre en fait de se déterminer et de, je dirais, trouver peut-être
mettre leur voix et voir si c'est effectivement ce qu'ils veulent faire ou pas faire. Alors on a très peu d'abandon, hein. En fait, on a des petites promotions, c'est des promotions d'une douzaine de personnes, une quinzaine de personnes, pas plus. On est limité, on aimerait en faire plus, mais de toute façon, c'est compliqué d'aller beaucoup plus loin. C'est un accompagnement qui est quand même très individualisé, hein. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un, pour pas le citer, qui est Grégory Abramovitch, qui est effectivement quelqu'un qui en fait suit les étudiants, enfin les stagiaires, avant effectivement leur entrée dans des études plus longues. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose, si vous voulez, qui est très personnalisé à ce niveau-là, avec donc des stages, mais aussi par exemple des séjours à l'étranger. C'est-à-dire qu'on donne des moyens qui permettent finalement une découverte assez large de cet ensemble-là. Donc quand les stagiaires en fait choisissent, ils choisissent effectivement avec finalement quelque chose d'assez précis, d'assez clair dans leur esprit, et ça permet à un moment donné de travailler finalement dans un sens qui est très positif et très prometteur en fait pour eux et leur carrière. C'est aussi des choses, si vous voulez, qui nous ont permis nous de penser les choses un petit peu autrement. C'est-à-dire que on a eu peur à un moment donné, si vous voulez, qu'il y ait une espèce de, parce que les stagiaires sont en fait soumis en fait à des épreuves d'admission comme les autres. On a eu un peu peur en fait avec Grégory Abramovitch en fait qu'il se passe quelque chose de l'ordre en fait finalement d'une espèce de quelque chose en fait qui était un regard peut-être négatif des jurys en fait sur le dispositif et sur les personnes. Alors du coup on a vérifié, on a regardé, en fait on a eu cette angoisse en fait il n'y a pas très longtemps pour tout vous dire, c'est pour ça que j'en parle. Angoisse qui n'avait pas lieu d'être parce qu'en fait l'ensemble de nos stagiaires en fait seront demain plus exactement en formation AS, ES, JE ou moniteur éducateur ou AES en fait. Donc en fait on a plutôt cette année on a un taux de réussite qui est total, c'est-à-dire que nos étudiants sont tous effectivement, nos stagiaires, je dis étudiants parce que c'est une habitude, mais en fait ils sont stagiaires à ce moment-là, ils ne sont pas encore étudiants, et nos stagiaires sont effectivement, si vous voulez, tous admis en fait à poursuivre leurs études, soit en fait dans notre centre de formation, soit dans d'autres centres de formation. Mais en fait on a récupéré 90% en réalité. Bravo, je découvre ces résultats. Bravo, ouais. Globalement au niveau national, on est en effet à 75% de sorties positives. C'est quand même plus de 900 stagiaires sur ces 3 dernières années qui ont pu accéder à une formation ou à un emploi dans le secteur et qui sont en situation de handicap. Donc c'est un dispositif Oasis qui aujourd'hui commence à avoir roulé sa bosse pour dire les choses comme ça et qui marche bien et que vous développez au sein de l'IRTS. Ce que vous dites, c'est que finalement ce dispositif, il est formidable pour les stagiaires qui ont des parcours et des sorties positives, mais qu'il a amené plus globalement votre institut à un certain nombre de prises de conscience et à un travail un petit peu à 360 degrés sur cette question de l'accessibilité, mais alors pas seulement les locaux, parce qu'on va voir les locaux c'est difficile, oui. Mais de l'accessibilité au sens large. En fait, ça fait tache d'huile, c'est ça ? En fait, je me retrouve un peu dans ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que ça tombe bien, dites donc. En fait, éviter les silos. En fait, il y a eu une réflexion. C'est-à-dire que comme on est parti sur Oasis, moi je m'y suis intéressé un peu personnellement pour le coup, ce qui n'était peut-être pas le cas des directeurs précédents qui avaient peut-être d'autres préoccupations. En tout cas, moi ça a été l'une des miennes. Et on a commencé à réfléchir en fait au dispositif et ce que ça pouvait apporter. Alors, on a commencé en fait sur des choses très simples, c'est la digitalisation. C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler la digitalisation en fait de la formation avec en fait le dispositif Oasis. Alors digitalisation, c'est pas forcément du cours à distance, c'est d'autres choses qui sont des outils en fait pédagogiques qu'on peut utiliser en fait de manière multiple. Et on a commencé finalement à développer ça en fait avec les stagiaires, c'est-à-dire avec des capsules en fait qui permettaient d'acquérir assez rapidement en fait des connaissances, notamment si vous voulez sur le milieu, puisque le milieu en fait de l'intervention sociale est quand même très très large et pas forcément très facile à comprendre. Donc on est parti là-dessus, on s'est dit que c'était intéressant et en se disant en fait une chose, c'est que ce qui servirait pour nos stagiaires Oasis, ça va servir à tout le monde. Parce que en fait, si vous voulez, nos étudiants de première année, quand ils arrivent, ils sont absolument pas dégrossis, ils connaissent absolument pas en fait le milieu et on s'est dit que finalement ces capsules, on n'allait pas les laisser en fait sur Oasis, on allait les mettre à disposition en fait des autres formateurs de manière à effectivement en fait irriguer en fait l'ensemble du centre de formation. Le centre de formation, c'est à peu près 1200 étudiants en formation initiale. Et on s'est dit finalement, vous voyez les 12 ou 15 d'Oasis, c'est pas grand-chose. Mais finalement, à partir de cette petite expérience en fait Oasis, on s'est dit c'est intéressant, ça vaut peut-être le coup. Et puis on a prolongé la réflexion, on a commencé à se demander,
on est parti d'un constat. On est parti d'un constat tout bête. On s'est dit, on a en fait un référent handicap, vous savez, imposé par la loi à toute entreprise, et les centres d'information est une entreprise finalement comme les autres à ce niveau-là. Hein. Donc on a un référent handicap pour nos salariés. On a mis en place en fait des référents handicap sur chacun de nos 2 sites en fait pour les étudiants. Donc voilà, on avait 3 référents handicap qui conversaient pas nécessairement ensemble, hein, chacun là finalement dans sa ligne de nage. Et puis en fait, dans la période Covid, on s'est dit qu'il serait peut-être important quand même d'accompagner nos étudiants en fait pour des raisons très simples, c'est-à-dire que ça a été quand même une période très compliquée en fait pour les étudiants, notamment si vous voulez en termes d'isolement, en termes si vous voulez de relations, vous voyez à la promotion, des choses comme ça, qui n'étaient pas évidentes. Et donc on a en fait recruté une psychologue qui est chargée, alors pas d'accompagner les étudiants, mais d'accompagner les étudiants vers une orientation quand ils ont des problèmes, en tout cas les orienter vers les services ad hoc, c'est-à-dire leur permettre finalement un soin qu'elle ne va pas donner elle, puisque c'est pas son rôle, mais qui va en fait finalement leur permettre peut-être à un moment donné d'agir. Et puis on s'est dit tout à fait simplement, on s'est dit mais pourquoi tous ces gens-là en fait travailleraient pas ensemble quoi. Et en fait, on a commencé à faire travailler donc ces référents handicap, cette psychologue orientée vers les étudiants et les référents en fait Oasis. En fait, finalement, on les a fait travailler ensemble et pour essayer de voir un peu ce que ça pouvait donner au niveau, là aussi, si vous voulez, j'allais presque dire du confort de formation, parce que si les employeurs ont des problèmes en fait aujourd'hui pour recruter, les centres de formation ont aussi des problèmes pour recruter. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est essayer d'accroître en fait, je dirais, le confort de formation. Alors c'est peut-être un petit peu bizarre dit comme ça, mais en tout cas, si vous voulez, ça me paraît essentiel, effectivement, à un moment donné, de pouvoir donner aux étudiants des moyens et surtout d'être un peu aussi là attractif, parce que nous sommes en amont quand même, si vous voulez, du circuit. Et si vous voulez, si nous on n'a pas d'étudiants, en fait, il n'y a pas de professionnels derrière. Et là, en fait, il y a un véritable problème en fait sur toute la ligne. Et donc, en fait, là encore, vous plaidez l'accessibilité universelle, c'est-à-dire ce que vous faites pour permettre l'accès de stagiaires ou d'étudiants en situation de handicap, c'est plus globalement pour rendre la formation plus confortable pour tous. L'idée, elle est là en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour les uns qui peut servir pour les autres. En fait, c'est un peu ce qu'on s'est posé. On voulait pas rentrer dans quelque chose de l'ordre de la discrimination positive, c'est-à-dire nos étudiants, si vous voulez, en situation de handicap ont des tiers-temps pédagogiques, quelquefois plus, notamment si vous voulez sur des épreuves d'examen. Ça c'est clair, si vous voulez, ça doit se mettre en place. Et puis c'est d'un point de vue légal, il y a une obligation. Là, on n'a pas un choix à partir du moment où il y a une prescription MDPH, on ne peut pas faire autrement. Et de toute façon, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui peut servir aux uns qui va servir ensuite aux autres. Et en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que le groupe de travail qui était donc au départ autour du handicap, plus spécifiquement autour du handicap, on a fait donc un guide d'accueil de l'étudiant en situation de handicap, on a fait en fait un guide en fait des lieux pour recevoir finalement les personnes qui ont des problèmes psychologiques particuliers. En fait, l'idée c'est qu'aujourd'hui en fait le pôle, c'est un pôle qui s'appelle inclusion, diversité, handicap. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, on a ouvert le champ à d'autres problématiques qui n'étaient pas nécessairement du handicap. C'est pour ça que je me retrouvais assez en fait dans ce qu'ont dit mes prédécesseurs juste avant moi, parce que je pense qu'il y a quelque chose, si vous voulez, qui est important, c'est de ne pas rester en fait dans des lignes trop séparées. C'est-à-dire que la question en fait du handicap, pour moi, c'est juste une question en fait, si vous voulez, de comment, je dirais, de degré. C'est-à-dire que entre une personne sans handicap et une personne avec handicap, je pense que c'est simplement une question, si vous voulez, de niveau, une question finalement de comment qualitatif plus que quantitatif, c'est-à-dire quelque chose qui fait qu'on va être plus ou moins gêné, mais on est tous gênés dans quelque chose dans notre vie, quoi. Donc on a tous un handicap caché quelque part. Donc moi j'ai tendance à dire ce qui va servir aux uns servira aux autres. Donc ça a été l'idée. Et alors vous avez réussi à avancer sur quoi par exemple? Notamment si vous voulez la dernière chose, si vous voulez, sur lesquelles je passe les aménagements en fait, si vous voulez, techniques. Alors là, au niveau, on disait l'aménagement d'un poste de travail, c'est pas forcément très compliqué. Hein. Enfin, je veux dire, là, je crois qu'il faut quand même arrêter avec ça parce qu'il y a des choses, c'est quand même très très simple. Hein. Enfin, il y a la dernière problématique qui s'est posée, c'est celle en fait des épreuves aux examens.
en fait, des épreuves aux certifications et des épreuves en fait au partiel universitaire. Alors pourquoi ça s'est posé? À cause des tiers-temps. Si vous voulez, la question du tiers-temps, elle est compliquée. Quelquefois, il y a des étudiants qui ont un peu plus qu'un tiers-temps. Ça peut aller jusqu'à un mi-temps supplémentaire, en fait, dans certains cas. Notamment des étudiants, par exemple, qui ont des très fortes dyslexies. Et clairement, en fait, on a repensé, en fait, l'équipe a dû repenser. Alors là, je parle de l'équipe pédagogique dans son ensemble, et non pas simplement de ce groupe de travail, ce pôle. En fait, l'équipe a dû repenser, en fait, l'aménagement des examens. Et le problème, c'était que il y a 3 épreuves sur une journée, il y a 3 épreuves d'1h30, et donc ces 3 épreuves d'1h30, la problématique, c'était de réussir en fait à la fois en fait accroître pour certains le temps d'examen, en fait de contrôle, et puis pour les autres, qu'est-ce qu'on faisait pendant ce temps-là, comment on fait à l'heure du repas, enfin des questions extrêmement pratiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe grosso modo dans les entre-deux, quand ça commence, est-ce qu'on fait par exemple commencer l'épreuve avant? Ou est-ce qu'on l'a fait terminer après? Oui, c'est stupide tout ça, c'est rien du tout. Mais c'est des questions. Et donc, à un moment donné, il faut y répondre. Et finalement, la réponse, ça a été laquelle? Ça a été de dire, plutôt que de faire 3 épreuves dans la journée, on va faire 2 épreuves dans la journée. Et on étalera ça sur 3 jours. Ça sera beaucoup plus simple. Et finalement, tout le monde s'y retrouvera en termes de fatigabilité. C'est-à-dire que les étudiants en situation de handicap sont dans le cadre, en fait, des obligations, finalement, du centre de formation quant à la tenue des examens. Et les autres finalement profitent en fait aussi d'un temps qui est un temps pour souffler, un temps pour retravailler, un temps pour se remettre finalement en route. Donc l'idée effectivement c'est de pouvoir à un moment donné que tout ce qui va se passer pour les uns est un effet positif pour les autres. C'est vraiment en fait l'idée, c'est comment on peut amener finalement le centre de formation à évoluer pour que nos étudiants, dans leur intégralité, puissent en fait en tirer, je dirais, du positif, j'allais dire les marrons du feu, c'est pas exactement ça, et surtout avec la chaleur qu'il fait, mais en même temps, si vous voulez, c'est clair que on cherche finalement quelque chose qui puisse amener du positif à l'ensemble en fait des promotions, et pas simplement. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que Oasis, du coup, qui est donc, comme je vous disais, une petite promo, je me rappelle jamais si c'est 12 ou 15, mais en tout cas, si vous voulez, c'est une petite promo, et en fait, cette petite promo, ça joue sur un ensemble qui est beaucoup plus large. C'est ça que je trouve absolument étonnant. C'est-à-dire que finalement, on est parti de quelque chose, si vous voulez, qui était finalement mineur, qui était un peu marginal dans la formation, qui intéressait pas grand monde, j'allais dire, jusqu'à un certain moment, à quelque chose qui finalement est moteur. C'est-à-dire que au travers de ce groupe, au travers de ce pôle, au travers finalement de la formation, au travers de ce que la formation a apporté, au travers de la numérisation en fait de la pédagogie, etc., on s'aperçoit que ce petit groupe finalement a une influence sur un groupe beaucoup plus large et permet de faire avancer les choses. Et voilà, je trouve que c'est l'expérience là-dessus est très positive, et c'est pour ça que je pense que ça va beaucoup plus loin dans la prise de conscience, et notamment au niveau des équipes de formateurs, parce que assez bizarrement, si vous voulez, les formateurs sont plus sensibilisés, mais par exemple nos étudiants quand ils arrivent, ça peut sembler bizarre, mais ils sont pas très sensibilisés forcément au monde du handicap. Et là aussi, il y a un moyen de les faire se rencontrer, de les faire converser, et puis finalement d'améliorer la situation. Et pour mettre tout le monde dans le coup. Alors en même temps, on n'est pas chez les bisounours. La question de l'accessibilité, ça passe aussi parfois par des aménagements qui parfois peuvent. Vous disiez les aménagements c'est pas grand chose. Quand il s'agit d'installer un dispositif d'isolation phonique pour permettre aux gens qui ont un handicap autour de ça d'avoir moins de résonance, ça a un coût, et ce coût, tout le monde regarde ses chaussures pour le prendre en charge, je crois. Hein. Vous avez des choses comme effectivement l'acoustique sur un amphithéâtre, puisqu'on a des cours en amphi qui regroupent 120, 150 étudiants grosso modo. Une mauvaise acoustique, c'est fatigant pour tout le monde, là aussi pour le coup. Simplement aussi des ascenseurs. Enfin, on a par exemple sur le site de Neuilly-sur-Marne simplement 2 étages. 2 étages ou un étage,
ça réclame un ascenseur, évidemment. Si vous voulez, sur des bâtiments qui ont été conçus dans les années 60, vous imaginez bien qu'il n'y a pas d'ascenseur et que voilà, la prise en charge d'ascenseur, c'est 200 000 euros. Ça n'est pas prévu forcément dans nos lignes de crédit. Donc c'est des choses qu'il faut qu'on finance. L'acoustique d'une salle, d'un grand amphi, si vous voulez, sur un grand amphi, c'est de l'ordre effectivement de 150 000 euros. C'est des charges, si vous voulez, pour les centres de formation qui sont extrêmement importantes. Alors je ne dis pas qu'on n'est pas aidé, puisque nous on est financé par le conseil régional, et je pense que le conseil régional fait vraiment ce qu'il peut pour le coup, en fait, pour les centres de formation, et surtout en ce moment. Mais c'est clair que en fait c'est des choses qui demandent de l'aménagement. Après il y a des choses simples également, faire une rampe, travailler une rampe, faire un accueil, si vous voulez, qui permette effectivement à tous de pouvoir en fait de pouvoir arriver là au moins où il doit être. Je veux dire, je pense que c'est des choses qui sont pas forcément très très compliquées. On a fait des trucs très très simples également, si vous voulez, des places de parking. Ça paraît idiot, ça n'existait pas. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Et ça, c'est le groupe, en fait, qui, en réfléchissant, a dit, bon, en commençant petit, et puis voilà, maintenant, on envisage effectivement ces histoires d'acoustique, on commence à envisager ces histoires d'ascenseur, parce que, voilà, c'est aussi dans notre... Je dirais qu'en plus, si vous voulez, pour un centre de formation de travailleurs sociaux, ça me paraît difficile, si vous voulez, de ne pas prendre tout ça en compte, quoi. Voilà. Enfin, je trouve que éthiquement, ça me paraît compliqué, si vous voulez, de ne pas avoir cette idée-là. Et puis, je pense qu'également, si vous voulez, nous, on peut en parler, puisqu'on est aussi en lien quand même avec les employeurs. On n'est pas complètement isolé des associations, des institutions. Ça nous permet aussi de discuter là-dessus et donc de travailler avec eux, puisque bon, on est quelquefois appelé à des formations, quelquefois appelé à des accompagnements. On a aussi quelque chose, en fait, nous, à proposer en fait et à montrer, ce qui est quand même relativement important. Après, c'est pas simple et ça se fait pas du jour au lendemain. Voilà. Bon, ça sera, je pense, le mot de la fin. Ouais. Ça se fait pas du jour au lendemain. Décloisonnons, nous. Je crois que c'était le mot commun à vous tous. Il me reste, vous toutes et tous, il me reste à vous remercier. Il est 11h15. On a eu beau commencer avec un peu de retard. Je crois qu'il est temps que nous clôturions cette ouverture des journées indispensables. Merci aux participants de la table ronde. Merci à tous ceux qui ont été là. Dans la salle aussi, à nos partenaires, aux signataires de la charte indispensable. Des rendez-vous pour les 2 jours qui viennent. D'abord des webinaires que vous retrouverez demain et jeudi, des formats courts qui vous permettront d'aller à la rencontre de tous les partenaires signataires de la charte indispensable, d'aller assembler tous les morceaux du puzzle qui permettent de faire des parcours, des rendez-vous avec l'UGCAM sur les établissements et services de réadaptation professionnelle, avec l'emploi accompagné, avec les dispositifs de l'OPCO Santé, avec les centres de formation de l'UNAFORIS, avec les Cap Emploi et Pôle Emploi, avec l'ARPEJ autour de l'accueil des étudiants en situation de handicap. Je n'ai pas le temps de citer tous les horaires, mais en revanche, vous pouvez retrouver tout sur notre site www.indispensable.org, dans lequel vous trouverez le programme des webinaires, vous pourrez vous y inscrire. Et puis, bien sûr, vous nous réclamez du présentiel. Le digital, c'est bien, le présentiel, c'est mieux. Vous avez aussi des événements sur le terrain, dans les régions, et vous retrouverez sur notre carte interactive sur le site www.indispensable, vous retrouverez tous les événements sur le terrain. Il y en a des très beaux qui se profilent avec des rencontres entre stagiaires, candidats, établissements, et notamment, comme il est 11h15, 11h20, vous avez le temps de sprinter pour aller à Montrouge, où je crois qu'il y a, à partir de midi, de la sensibilisation Vie mon handicap. Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça, c'est Vie mon handicap, donc voilà, des lunettes pour vous faire ressentir ce que c'est que la cécité, des poids pour vous faire ressentir d'autres types de handicap, enfin des choses à la fois très, très ludiques, mais en même temps très éclairantes. Donc effectivement... Voilà, donc on a encore 40 minutes pour assister à ce temps fort et en tout cas retrouver dans toutes les régions des événements près de chez vous, tout ça sur www.indispensable. Merci à toutes et tous. Je remercie aussi l'équipe technique du ministère qui nous a accompagnés, et puis bien sûr l'équipe d'OETH qui s'est activée et qui a assuré une fois encore pour l'organisation de cet événement. Merci, chère équipe d'OETH, et à très vite.